C'est dimanche aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Le ciel est gris. L'automne pointe son nez. La silhouette austère du Durdura barre l'horizon. Il y a peu de bruit. Je me sens dérivé vers la mélancolie. Dans un coin, Goulet joue de l'harmonica. Sur un bidon, Pinel, Lacroix, Foulon et Bovin font un tarot. Par terre, Ali et Mokrane disputent une partie de domino. Notre Camillo, toujours de service, est dans ses chaudrons. Je m'assure d'un coup d'œil sur la sentinelle. Elle est à son poste, pas de problème. Les soldats ont compris la nécessité de la sécurité. J'ai délivré de bon matin une cinquantaine de laissez-passer pour le marché, le souk, le Timzerit, avec ordre de rentrer impérativement avant 17 heures. Les villageois sont partis en longue cohorte, à pied ou à dos de bourricots. Les hommes sur les ânes et les femmes, selon la coutume, vont à pied. Ils transportent une maigre cargaison de volailles caquetantes attachées par les pattes, un panier d'œufs, un bidon d'huile de la dernière récolte, quelques légumes cultivés dans les petits jardins autour du poste. Il doit y avoir peu d'argent noué dans le coin des robes des femmes ou dans les larges ceintures des hommes. Ils ont tous été fouillés avant le départ. En dehors des petites emplettes de tabac, de semoule, de sel, de sucre ou de café, les langues iront bien en bon train avec les habitants des villages voisins. C'est le redoutable téléphone arabe. Les jours de marché sont des jours sensibles. Cette population est difficile à surveiller. Mes prédécesseurs ont même surpris des fellagas habillés en femmes qui venaient prélever de l'argent et donner des consignes. Nos patrouilles ne servent pas à grand-chose à cause de la barrière de la langue. Seuls les harkis sont valables, mais ils sont connus et les bouches se ferment dès qu'ils apparaissent. Je donne l'ordre au premier groupe de descendre au point d'eau en même temps que le moine et Guinée pour faire toilette et laver sous-vêtements, chaussettes et treillis. Vous puez, les gars. Allez vous décrasser et laver vos vêtements à tour de rôle par demi-groupe. Caporal Serpillon, vous êtes responsable de l'opération. Retour avant midi si vous voulez manger. La prochaine fois, ce sera au deuxième groupe d'en faire autant avec les harkis. Dans un concert de murmures désobligeants, le petit convoi s'ébranle, les 2 mules en tête avec armes et bagages. Avant midi, ils sont tous de retour. Ils ont meilleure allure. Leurs cheveux sont encore humides et les vêtements mouillés qu'ils étendent sur les cordes me prouvent que Serpillon a bien rempli sa mission. Je fais quelques pas à l'extérieur pour digérer. Soudain, j'aperçois une longue traînée de poussière sur la piste, en provenance de Timzirit. 3 jeeps roulent en cahotant. Est-ce pour moi ou bien vont-elles continuer en direction de Chérifi? C'est bien pour moi. Elles bifurquent à droite et grimpent le rayon. Les hommes, curieux, alertés par le bruit des moteurs, se sont rassemblés à l'entrée du poste derrière moi. Les véhicules s'arrêtent sur la Djemma, éveillant l'intérêt de quelques villageois qui chouffent l'air de rien. Dans la Jeep de tête, je reconnais avec surprise le colonel Leclerc. Et derrière lui, à côté d'un homme d'escorte, une jeune dame blonde aux yeux bleus. Je rêve. Dans un sursaut de lucidité, je lance à l'intention de mes hommes un garde à vous retentissant et je salue mon colonel qui met pied à terre. Mon cher Fourtu, mon épouse et moi-même avons l'habitude de venir passer un moment le dimanche après-midi
quand il est possible de le faire auprès de chaque nouvel officier affecté au régiment. Je vous présente mon épouse. C'est, si l'on peut dire, la mère du régiment. Je bredouille. Mes hommages, madame. Soyez la bienvenue. Bonjour, lieutenant. Nous sommes venus vous faire une petite visite en voisin. Offrez-nous donc l'hospitalité de votre PC. PC est un bien grand mot, c'est en réalité un gourbi, et le confort est tout à fait spartiate. L'épouse du colonel porte d'une main une boîte de gâteaux et de l'autre une bouteille thermos. Le chauffeur du colonel a donné à Petit-Jean, qui n'en revient pas, un gros récipient isotherme qui fleure le vrai café et plusieurs paquets de gâteaux secs dans des emballages transparents. Mais c'est Byzance pour nous tous. Tandis que les soldats se partagent café et friandises, nous pénétrons dans mon PC dont je soulève la porte tapis. J'offre à madame Leclerc l'unique siège digne de ce nom. Je propose au colonel de s'installer sur une chaise de munitions et j'en fais autant. Alors, fourtu, le moral est bon? Avez-vous pris vos hommes en main? Avez-vous des problèmes? Pour ce qui est des hommes, mon colonel, il n'y a pas de difficulté, mais j'en ai eu un dimanche dernier. Je lui raconte ma mésaventure avec la femme du rebelle. Vous en verrez d'autres. Vous vous endurcirez. Ce n'est pas un échec, c'est une péripétie. Prenons le thé pendant qu'il est chaud, dit madame Leclerc en sortant 3 gobelets de carton et en ouvrant la boîte de petits fours. Ils sont tous les deux souriants et gentils. Nous papotons en parlant de choses et d'autres. La scène est surréaliste. Sur les pitons, au milieu hostile, 3 personnes de bonne compagnie prennent le thé en dévissant tranquillement, comme si elles se trouvaient dans un salon digne de ce nom. Au bout d'1 heure, le colonel donne le signal du départ. La nuit tombe plus vite en cette saison, et la piste jusqu'au camp du maréchal n'est pas sûre. Je reconduis mes visiteurs jusqu'à leur véhicule. Madame, mon colonel, j'ai beaucoup apprécié votre visite. Je vous souhaite un bon retour et merci aussi pour votre attention pour mes soldats. Ce n'est rien, Fortu. Nous aurons l'occasion de nous revoir à Bojmnail ou en opération. À bientôt. En mon tour, Poulain me dit: Eh bien, mon lieutenant, on n'a pas l'habitude de voir un colonel et sa femme se balader sur les pitons avec du café et des gâteaux pour la troupe. Ils sont gonflés et sympas, ces deux-là. Bien. Rompez, petit Jean. Vous me communiquerez la liste des hommes de garde pour la nuit. Mot de passe, Alfa Romeo. J'ai l'intention de faire une ronde de nuit, inopinée, pour voir si les sentinelles font leur travail. L'une garde l'entrée du poste, l'autre est à l'extérieur. Là-dessus, je m'enferme dans ma mechta et je profite des dernières lueurs du jour pour écrire à Jocelyne et lui raconter l'agréable après-midi que j'ai passé. À l'heure prévue, je sors silencieusement, ma carabine à la main. Ali, de garde à l'entrée du poste, veille attentivement sur le sommeil de ses camarades. Nous nous sommes reconnus mutuellement, car un rayon de lune vient de déchirer les nuages. Sur un signe de ma main, il ne bronche pas et je sors du cantonnement. L'autre sentinelle doit se trouver à l'angle d'une mechta, d'où l'on peut voir l'ensemble du poste et de la djama. Je m'avance en faisant exprès un peu de bruit. J'attends les sommations réglementaires. Et là, qu'est vive, afin de donner le mot de passe. C'est la croix du 2e groupe qui est de garde. Rien ne vient.
Dort-il? S'il dort, ça va barder pour son matricule. Je continue et j'entends distinctement le boîtier chargeur d'un PM qu'on rabat. Mais il va me tirer dessus sans sommation, cet imbécile. Très vite, je crie. Ronde d'officier, Alfa Romeo. On bouge en face, dans l'ombre, et je ne suis guère rassuré. La croix apparaît, la main crispée sur son arme, bredouillant des excuses inaudibles. Bougre d'andouille, tu as les défourailler sans sommation? J'ai bien envie de te mettre de corvée de vaisselle jusqu'à la fin de ton séjour. J'ai eu la trouille, mon lieutenant. J'ai cru que c'était un Félouse, et j'ai eu peur qu'il tire pendant que je faisais les sommations. J'ai fait une connerie. Je ne recommencerai pas. Je l'espère bien, que cela te serve de leçon, mais je ne sais pas lequel de nous deux a eu le plus peur. Je retourne comme je suis venu. Décidément, ça a été une journée fertile en émotions. 16 septembre 1959. J'écoute le discours du chef d'état-major, ou plutôt le chef de l'État, sur mon petit poste à transistor. Grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant envisager le jour où les hommes et les femmes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin, une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes nationales et internationales, je désire que le recours à l'autodétermination soit aujourd'hui proclamé. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à demander d'une part aux Algériens dans leurs 12 départements ce qu'ils veulent être en définitive, et d'autre part à tous les Français d'entériner ce que sera ce choix. Après l'audition de la Marseillaise, je tombe dans un monde de perplexité. Il y a 1 an, je suis persuadé que le général de Gaulle n'aurait pas tenu un tel discours. C'était la France de Dunkerque à Tamanrasset. La guerre dure depuis 5 ans. Le plan de Constantine annoncé le 3 octobre 1958, que j'avais largement utilisé à Issoire pour convaincre les futurs moniteurs de la jeunesse algérienne avec ses points forts, a été mis immédiatement en application. 250 000 hectares de terre redistribués, 200 000 logements nouveaux construits, 400 000 emplois nouveaux créés, parité des salaires avec la métropole, scolarité pour tous et un programme de 1000 nouveaux villages pour reloger les populations regroupées par le plan Chal. Malgré cette déclaration, ma confiance envers le chef de l'État reste entière. Le général est un fin politique, c'est le héros de 39-45. Nous, combattants anonymes des montagnes kabyles, nous contentons d'exécuter les ordres, au mieux sans état d'âme. Je suppose que le président de la République, devant les résultats du plan de Constantine et les progrès de la pacification, estime qu'un référendum d'autodétermination ne peut déboucher que sur la concrétisation d'une Algérie française et mettre fin à une guerre qui n'a que trop duré. Je ressens malgré tout un certain malaise, car je me demande comment le FLN va interpréter le discours du président de la République. Pour l'instant, je crois qu'il ne faut pas trop penser. C'est un discours politique. Il y aura certainement d'autres. J'ai autre chose à faire que de lire entre les lignes. Le téléphone de campagne sonne, c'est Walter. Après-demain matin aura lieu une grosse opération dans la forêt des Ali Bounab, où une concentration de groupes rebelles a été signalée. Je passerai demain matin à El Hazib, El Majden, pour le briefing.
Sur ce, il raccroche, et il ne me reste plus qu'à sommeiller un peu en attendant de préparer ma première grande opération. La nuit sera courte, car à 2 heures du matin, un coup de feu éclate. La sentinelle de l'extérieur a tiré. Branle-bas de combat dans le poste. Heureusement qu'on se couche habillé. Patogas, non lassé pour aller plus vite, je me précipite derrière Petit Jean, qui a été plus rapide que moi, tandis que les chefs de groupe harcèlent leurs hommes à grands coups de gueule. Soudain, Youssoufa, qui était de garde à l'extérieur, roulant des yeux blancs, le fusil à la main, déboule en bégayant. « Sergent, j'ai tiré sur une chèvre. Elle faisait du bruit dans les barbelés. Je vous jure, je lui ai fait les sommations. » Et elle ne t'a pas donné le mot de passe, grand couillon. Allez les gars, au pieu en vitesse. Il vous reste 3 heures de sommeil, profitez-en. J'entendais Youssoufa, t'es un trouillard. Quel con ce Youssoufa. Il n'était plus noir, mais gris de peur. Je remarque que personne n'a bougé dans les mechtas du village, où les supputations doivent aller bon train. À 8 heures, après la cérémonie des couleurs, la Jeep de Walter s'arrête sur la Gemma. Il descend, des rouleaux de cartes à la main. Après nous être salués, nous pénétrons dans mon PC et il entre immédiatement dans le vif du sujet. Fortu, voilà la situation. D'après des sources de renseignements sûrs, des groupes de rebelles, environ une centaine, se seraient concentrés dans la forêt des Ali Bounab, qui se trouve située sur le territoire de notre bataillon. Comme tu le sais, c'est une zone de végétation dense, presque impénétrable. Les Felous y sont chez eux. Le commandement à Tizi Ouzou a décidé de renforcer le régiment par des unités des réserves générales. La Légion et les Bérets rouges. C'est du beau monde et il faudra qu'avec nos appelés, nous fassions bonne figure. Nous allons entièrement boucler la forêt, sur plusieurs kilomètres. Mise en place terminée de la compagnie avant le lever du jour. Demain matin à 5 heures. Toutes les approches se feront à pied sans bruit. Fais gaffe aux cigarettes qu'on voit à des kilomètres. Interdiction absolue de fumer. Je passerai à El Hazib El Madjen avec Marron. 1, 2, 3 et 4 à 3 heures précises. Il nous faudra bien 2 heures de marche pour être sur les lieux. Le mot de passe pour toutes les unités est Lagardère. Des questions? Pas de questions. La section sera prête à l'heure prévue. Je laisserai une équipe pour garder le village. Ok, à demain. J'appelle immédiatement Petit Jean et 2 chefs de groupe pour le briefing. Je leur résume brièvement la situation. Ils ont l'habitude et ne posent pas de questions inutiles. Ils ont déjà fait K16 et K21. Le reste de la journée se passe à nettoyer l'armement, à s'approvisionner en munitions. Les porte-grenades en toile sont remis d'OF et de DF. Comme d'habitude, je glisse l'unique grenade à phosphore dont je suis le dépositaire dans le compartiment du bas. C'est un engin délicat à manier. Et on ne peut pas être cuit à point en une fraction de seconde. Camillo donnera une boîte de rations de combat à chacun et il ne faudra pas oublier de remplir les bidons d'eau, sinon tant pis pour les négligents. Les gradés répercuteront les ordres à leurs hommes en leur recommandant le maximum de discrétion car il ne faut pas oublier que l'œil et l'oreille du village sont, l'air de rien, toujours braqués sur nous et qu'une opération peut dérailler pour pas grand-chose. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.